Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent dans cet amphi pour la dernière demi-journée de ce colloque qui elle-même sera séparée en deux parties. Une première qui va nous amener jusqu'à 16h et après une pause, nous terminerons ensuite dans la deuxième moitié de l'après-midi. Donc je suis très heureux aujourd'hui de diriger cette table ronde avec deux intervenants sur le thème du racisme en actes. Nous avons eu avec Jean-Pierre Chrétien tout à l'heure un exposé marquant sur le racisme en pensée. Nous avons eu bien sûr à travers les rescapés et les témoins ce matin et hier également évidemment des témoignages sur ce que au fond le racisme dans la société rwandaise leur avait fait. Maintenant, nous allons davantage basculer pour cet après-midi vers les sciences sociales, vers l'histoire essentiellement, ou vers l'anthropologie historique, et autour de cette question du racisme en acte, une histoire du génocide des Tutsis, pour la table ronde qui va nous amener jusqu'à 16h. Pour nous aider à y réfléchir, deux jeunes chercheurs-chercheuses, d'une part Florent Piton, doctorant en histoire à l'université de Paris Diderot et auteur d'un livre récent, Le génocide des Tutsis du Rwanda, paru à la Découverte à la fin de l'année 2018, que je vous recommande, qui est sans doute le premier livre de ce type disponible en France, permettant de se saisir de cet objet de manière complète, avec une cartographie, des tableaux, des chiffres, et qui permet de se mettre au point. Sur un sujet comme celui-là, nous manquons cruellement aujourd'hui d'outils de ce genre. Il faut être vraiment très reconnaissant à Florent Piton de s'être attelé à ce travail. Hélène Dumas, ensuite chargée de recherche au CNRS, dont j'aurais aimé vous présenter également le livre, mais évidemment, personne de nous ne l'avait ici. Donc, le génocide au village, tiré de sa thèse, on en a parlé déjà, et qui est paru en 2014. Et Florent va nous parler de la politique génocide à l'échelle nationale, et Hélène Dumas de la question de l'imaginaire, des imaginaires et des pratiques de violence à travers sa manière d'envisager le génocide des Tutsis rwandais. Donc, au ras des collines, dit-elle, au ras du sol, au ras des pratiques, et précisément des acteurs sociaux, ce qui concernera en particulier une question que nous avons touchée à plusieurs reprises, mais pas encore abordée de fond, la question du voisinage. Voilà. Et on essaiera de réserver un temps, bien sûr, pour les questions de la salle. Voilà, alors je passe tout d'abord la parole à Florent Piton pour son propre exposé. Florent, c'est à toi. Merci. C'est bon pour le micro? Oui. Donc je remercie d'abord le Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane et Babette Robert de l'organisation de ce colloque. Et dans cette communication sur la politique génocide, je voudrais m'intéresser d'abord au rôle de l'État. Alors chacun sait ici qu'il n'y a pas de génocide sans une organisation étatique pour l'organiser, pour le mettre en œuvre. Mais ce que je viens de dire là, c'est un truisme. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Toute la question, c'est de savoir comment les acteurs et les outils de l'État sont mobilisés au concret avant et pendant le génocide. Et pour ce faire, dans la communication que je vais faire, je vais m'atteler à évoquer un élément particulier qui a été évoqué à plusieurs reprises, que sont les cartes d'identité. L'identification et le fichage des individus, c'est l'un des attributs essentiels de ce que les sciences politiques ont appelé l'état documentaire. Et cet état documentaire, il était particulièrement développé au Rwanda, singulièrement autour de cette question ethnique. Alors Jean-Pierre Chrétien en a parlé mieux que je ne le ferai tout à l'heure. Donc il a évoqué la racialisation de la société. Et un des corollaires de cette racialisation, c'est précisément l'inscription sur les papiers d'identité des catégories que l'on appelait alors raciales, que l'on a appelées ensuite ethniques, sur ces papiers. Alors,
dans les années 30, très progressivement et non pas à une date précise en réalité. Il y a quelques travaux qui ont été menés sur ces questions récemment et je vais pas y insister ici, seulement préciser qu'à partir donc, des années 30, commencent à circuler au Rwanda, au Burundi, les livrets d'identité qui, au départ, sont similaires à ceux qui circulent au Congo belge. Et sur la 4e page intérieure gauche, alors ce n'est pas cette précision qui est la plus importante de ces livrets d'identité, l'une des rubriques, qui était intitulée la rubrique Origine, mentionnait divers éléments que j'énumère très rapidement. La peuplade, j'utilise les termes qui figuraient sur ces papiers, bien évidemment. La peuplade, alors ici, il s'agissait de mentionner Munyarwanda ou Murundi. Ensuite, la tribu, c'est encore le terme qui était utilisé. Donc là, on mentionnait la catégorie Hutu, Tutsi, Hutois. Et enfin, la chefferie. Et là, on mentionnait la colline ou la région d'origine du titulaire de ce livret d'identité. Et encore une fois, la mise en circulation de ces livrets d'identité, elle est progressive. Elle n'est pas une date en tant que telle que l'on peut donner. En novembre 1944, un nouveau modèle de livret d'identité est publié en annexe d'une ordonnance sur le recensement et la mobilité des populations. Et on reprend cette organisation dans cette page mentionnée, réservée à l'origine, sauf que le mot « tribu » a été remplacé par le mot « race ». J'imagine que ce changement sémantique, il est surtout lié au fait que désormais, ce sont des livrets d'identité spécifiques au Rwanda, au Burundi, d'où le fait que l'on emploie ce mot race et plus le mot tribu qui était davantage utilisé dans le contexte congolais. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un changement en tant que tel de l'appréhension des catégories identitaires au moment de la mise en circulation de ce nouveau livret d'identité. Alors après l'indépendance en 1962, l'usage de ce qu'on n'appelle plus livret d'identité mais carte d'identité est généralisé. Et c'est sans doute à ce moment-là, plutôt après l'indépendance, que l'identification ethnique ou raciale devient de plus en plus centrale. Et c'est après l'indépendance... Alors, je vais peut-être vous montrer une carte d'identité, j'aurais dû le faire dès le départ. Alors ça, c'est donc le modèle de la carte d'identité qui est mise en circulation à partir de 1981. Et vous voyez, donc, sur la page intérieure de ces livrets d'identité, sous la photographie du titulaire de la carte, cette mention Ubwoko, et c'est ce dont je vais parler tout de suite, traduite dans ce modèle 1981 par le terme d'ethnie avec une série de mentions, et l'on barre les mentions inutiles, j'allais dire. Et donc, je le disais, l'usage des livrets d'identité se généralise sans doute plutôt après l'indépendance, et c'est, me semble-t-il, plutôt après l'indépendance également, que ce mot précisément Ubwoko change de sens pour désigner l'identité dite ethnique. Auparavant, ce terme Ubwoko désignait sans doute plutôt appliqué aux personnes la catégorie clanique dont Jean-Pierre Chrétien vous a parlé tout à l'heure. Et pour illustrer cela, je voudrais partir d'une série de registres de naissance entre les années 60 et les années 1980, et j'expliquerai pourquoi je fais ça tout de suite après. Alors ça, c'est un registre de naissance de 1963 d'une commune du nord-ouest du pays, de la commune de Nyakinama. Alors il y a toute une série d'informations qui sont mentionnées sur ces registres de naissance. Quand on déclare une naissance à la commune, il y a un numéro d'enregistrement qui est attribué, je vais peut-être zoomer un petit peu, le nom de l'enfant, son sexe, sa date de naissance, le nom de ses parents, et cette catégorie, ensuite, Ubwoko, que l'on traduit par famille, et en 1963 encore, on mentionne, alors vous lisez peut-être pas très bien ici, mais j'allais dire, faites-moi confiance, les catégories claniques. Donc là, j'en ai un autre exemple de 1972-1973 d'une autre commune. Commune Kalago, c'est une erreur, c'est pas préfecture Ruangeri, c'est commune Gisenyi. Vous me pardonnerez pour l'erreur que je vois en reprenant mon PowerPoint. J'ai oublié de changer en faisant la légende. Donc, on retrouve cette catégorie Ubwoko et à nouveau les mentions claniques. Et je passe ensuite dans cette même commune de Kalago à un registre de naissance de l'année qui court des années 1976 à 1978. Et vous voyez, alors là, il n'y a pas la traduction en Kinyarwanda. Alors, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais je pense que c'est un vieux registre de naissance qui devait rester
dans j'allais dire les archives, c'est pas le terme le plus adéquat, de la commune, datant plutôt d'avant l'indépendance et qu'on remobilise parce que c'est ce qu'on a sans doute sous la main. Et vous voyez ici que la catégorie, dans la même colonne auparavant, donc famille, le terme famille a été barré, et désormais, pour être remplacé par le mot ethnie, et désormais ce que l'on inscrit, c'est la catégorie Hutu. Pourquoi il n'y a que des Hutus ici? Parce qu'on est dans une région où il y a la répartition, c'est toujours compliqué ces histoires de répartition statistique, mais la part des Hutus est plus importante qu'ailleurs. Mais je dis cela avec d'infinie prudence ici. Alors, qu'est-ce que ça vous montre cela? Ça vous montre en fait, directement après l'indépendance, dans les premières années après l'indépendance, les enfants n'étaient pas encore directement enregistrés comme Hutu, Tutsi, Hutois. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas, entre guillemets, ce qu'ils étaient. Ce sont deux questions un peu différentes, mais l'appréhension de l'identité par l'État, elle n'est pas encore exclusivement centrée autour de la question ethnique. Alors c'est quelques documents que je viens de montrer ici ne permettent pas de dater le glissement avec une précision infinie. Il faudrait en fait mener des enquêtes sans doute sur des registres de naissance de manière beaucoup plus extensive pour en dresser des conclusions en tant que telles. Ce qui m'a semblé intéressant, et je terminerai là-dessus sur ce premier aspect, donc ça c'est des fiches d'enregistrement des naissances, donc qui cette fois sont exclusivement en Kinyarwanda, qui sont toutes datées de l'année 1971. Et ce qui me paraît intéressant sur celui-ci, je le montre très rapidement, c'est que l'on voit, donc c'est la 13e catégorie, je ne sais pas si vous voyez correctement, Ubwoko du père et Ubwoko de la mère. Alors dans cette première fiche, on voit que c'est toujours, donc là c'est Abasinga, si je lis bien, et Abarira pour la mère. Et puis dans une autre fiche, quelques pages plus loin, on voit que cette catégorie clanique, on la complète par la mention de la catégorie dite ethnique, et puis encore quelques pages plus loin, on ne mentionne plus que la catégorie ethnique. Donc il y a quelque chose sans doute qui se passe dans les années 1970, ça reste à être daté très précisément, où cette catégorie dite ethnique devient l'élément primordial d'identification des individus. Ce qui soulève l'hypothèse, qui est la suivante, que le processus de racialisation des identités, il n'est pas achevé au moment de l'indépendance, bien entendu, et que le temps colonial ne résume sans doute pas tout. Donc la vie des individus dans l'État rwandais après les indépendances, elle est enserrée, et c'est classique, c'est pas spécifique à l'État rwandais, la vie des individus enserrée dans des pratiques documentaires qui sont mises en œuvre donc par l'État à l'échelon communal. Dans les années 70 et 80, la production documentaire sur la composition de la population devient, là encore ce que je dis ici, ça relève surtout de l'hypothèse, ça devient une obsession. On le voit par exemple par le fait que les statistiques démographiques dans les archives communales, dans les rapports administratifs, occupent un nombre de pages de plus en plus important. Dans les années 70 également, je passe là-dessus pour gagner un peu de temps, ça c'est quelque chose d'assez connu, les bulletins d'accroissement démographique qui sont transmis chaque mois par les bourgmestres se mettent à mentionner l'ethnie des individus, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant le milieu des années 70. Ça, on peut le voir très bien dans les archives. On a des bulletins d'accroissement démographique du début des années 70 où on ne mentionne pas nécessairement les catégories Hutu, Tutsi et Hutois, et ça devient systématique progressivement dans les années 1970. Je vais essayer d'accélérer pour ne pas être trop long. Alors ces statistiques démographiques étaient, semble-t-il, ça a été démontré par une chercheuse notamment, étaient, semble-t-il, manipulées de façon à diminuer la proportion des Tutsis, et ce faisant, diminuer la part qui leur était due dans la politique que l'on appelait politique d'équilibre, qui en réalité est une politique de quotas. Je n'ai pas le temps d'insister, mais c'est un élément extrêmement important dans l'État rwandais après l'indépendance, et qui se met en place là encore progressivement, et cette politique de quotas, elle a elle aussi une histoire.
Donc, la statistique sont manipulées de façon à diminuer la proportion des Tutsis et la part qui leur est due, et dans le même temps, et non sans contradiction d'ailleurs, on craint la diminution des Tutsis dans la population totale. On observe que la part des Tutsis diminue, et l'on attribue cela à des manœuvres potentielles des Tutsis eux-mêmes. Je cite ici un rapport du ministère de l'Intérieur de l'année 1981. Je cite, « La population Hutu est passée de 88,42% en 1979 à 88,53% en 1980, tandis que la population Tutsi est passée de 11,05% en 1979 à 10,94% en 1980. La précision des chiffres valant commentaire à elle seule. Je poursuis. Le rythme de croissance de la population Tutsi semble régresser en 1980. L'on pourrait se demander pourquoi la population Tutsi diminue d'année en année. Et c'est là que ça devient sans doute le plus intéressant. Les raisons supposées être à l'origine de cette baisse sont les mariages mixtes à sens unique entre les Hutus et les filles Tutsi, ainsi que la falsification d'ethnie dans les déclarations faites à la commune. Les enfants issus de ces mariages, selon la loi en vigueur sur le recensement, sont recensés sur la fiche de leur père si le mariage est légitime et appartient à la même ethnie. Ça veut dire que l'enfant d'un homme Hutu avec une femme Tutsi est recensé comme Hutu. Quant à la falsification d'ethnie, il est constaté que beaucoup de Tutsis, croyant mieux sauvegarder leurs intérêts, changent d'ethnie. Alors en quelques lignes, vous avez résumé ici des accusations qui sont très régulièrement formulées à l'endroit des Tutsis, qui tenteraient de se dissimuler de manière insidieuse et qui usent pour ce faire de deux techniques privilégiées. D'abord le recours à leurs femmes, et là il y a tout l'imaginaire des femmes Tutsis réputées séductrices, aguicheuses, et ces couples mixtes donneraient naissance, pardon pour l'analogie de l'expression, à des Hutus de papier, et puis de l'autre côté, les falsifications ethniques, autre outil d'infiltration de manière insidieuse. Et de fait, dès l'indépendance, on craint que les outils administratifs qui sont mis en œuvre pour identifier et repérer les individus soient détournés et falsifiés par les Tutsis. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que le rôle de l'État est extrêmement important dans l'identification des Tutsis, mais en même temps qu'il y a une forme d'incertitude face au pouvoir de l'État pour bien identifier les Tutsis. Et ces deux logiques, elles sont conjointes en permanence. Dès le début des années 70, les falsifications ethniques sur les papiers de la part des Tutsis font partie des grandes préoccupations de l'État à tous les niveaux. On dit souvent que la prise de pouvoir de Juvénal à Biarimana en 1973 se traduit par une amélioration de la situation des Tutsis. C'est vrai qu'il n'y a plus guère de pogroms. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Dans les années 1970. Néanmoins, je voudrais vous citer ici un document que d'autres ont cité par ailleurs, je pense à Jean-Paul Quimonio, qui est le procès-verbal d'une réunion de fin juillet 1973, à peu près 3 semaines après la prise de pouvoir de Juvénal à Biarimana. Une réunion organisée par le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur et les nouveaux préfets. Et à 2 reprises, dans les conseils, dans les instructions qui sont données à ces préfets, il est fait référence à ces falsifications d'identité et à la corruption des autorités locales qui seraient bien trop rapidement prêtes à trafiquer contre rétribution l'ethnie des Tutsis. Je cite, « À Boutaré, pour sauvegarder l'équilibre social, les bourgmestres ne changeront point les identités des personnes. Toutes les ethnies sont considérées sur un même pied d'égalité. » Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça fait référence à la théorie du peuple majoritaire, en réalité. La phrase n'est peut-être pas très explicite quand on n'a pas le contexte intellectuel et idéologique de cette époque. Je continue à citer le document. À Gikongolo, là aussi, pleuvent des brusquois, on pourrait dire ça par pratique de corruption, et la falsification des identités est de rigueur. Le préfet est invité à contrecarrer ces manœuvres impénitentes. Autre document, en 1978, le ministre de l'Éducation nationale écrit un courrier à l'ensemble des directeurs d'établissements secondaires du pays pour les inviter à contrôler davantage l'identité de leurs élèves. Je crois qu'Émilienne a évoqué hier la question de l'école et c'en est un des éléments. Je cite cette lettre. « J'ai l'honneur de vous informer que depuis fort longtemps, il se constate des anomalies graves d'identification des élèves qui terminent l'école primaire. Nombreux sont les élèves qui possèdent 2 identités dissemblables.
Alors il y a plusieurs choses qui sont ensuite énumérées. Après des ajournements successifs en 6e année primaire sans réussir l'examen d'admission, certains élèves se permettent sans vergogne de changer leur nom et ceux de leurs parents pour faire croire qu'ils sont autres que les tripleurs ou quadrupleurs connus. Alors ça ne fait pas référence à la question ethnique ici, c'est une autre question. Je poursuis. Plus grave encore, tel élève qui était Tutsi l'année précédente devient Hutu l'année suivante sans aucun rectificatif de la part des responsables communaux. Dans d'autres cas, ils réduisent leur âge pour apparaître toujours plus jeunes, si bien que, curieusement, un élève grandit, mais son âge reste stationnaire. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Ce qui me paraît intéressant dans cette première partie, c'était de montrer donc, l'importance donnée par l'État à cette identification ethnique. Et l'État n'est pas le seul, hein, bien entendu, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est un des éléments essentiels dans ces processus d'identification des individus, et en même temps la forme d'incertitude à l'endroit de cette capacité de l'État à bien identifier les individus. J'en viens au génocide lui-même. Pendant le génocide, les cartes d'identité sont un élément, un instrument extrêmement utile aux tueurs pour identifier les cibles et déterminer qui assassiner. Il s'agit notamment de repérer aux barrières les Tutsis par la mention sur leur papier. Les barrières ne sont pas un lieu d'anomie. Il y a des règles qui régissent l'organisation des barrières. Et les acteurs de l'État, à tous les niveaux, tentent de contrôler le fonctionnement et l'action de ces barrières. Et l'absence d'anomie sur les barrières, elle se lit par exemple dans les instructions qui sont données à propos des documents d'identification qui doivent être contrôlés aux barrières. Il y a donc une forme de bureaucratie des papiers qui est mise au service de l'entreprise génocidaire orchestrée par le gouvernement intérimaire, par l'armée et par les relais locaux. Le 10 mai, par exemple, sur Radio Rwanda, Tarsis Renzao, qui est préfet de la ville de Kigali, liste, je le cite, les pièces requises à la barrière et qui sont prévues par la loi. Et donc il cite la carte d'identité, les laissez-passer fournis par les autorités préfectorales ou communales quand un individu ou un véhicule se déplace en dehors de sa préfecture et de sa commune, les ordres de mission également pour les agents de l'État. Le 14 mai, autre exemple, les participants au conseil préfectoral de Boutaré, qui est une préfecture du sud où le front se rapproche, au milieu du mois de mai, les participants au conseil préfectoral de Boutaré rappellent un ensemble de règles auxquelles il faut s'astreindre pour contrôler l'identité des personnes et vérifier qu'aucun, entre guillemets, ennemi n'en profite pour passer la ligne. Je cite le compte-rendu de ce conseil préfectoral de Boutaré. Ceux qui fuient doivent s'arrêter à une distance d'entre 10 et 20 mètres du barrage routier. Ceux qui contrôlent les pièces d'identité doivent appeler 5 à 10 personnes pour vérifier leur carte d'identité et faire le contrôle de tous les objets qu'ils emportent dans leur fuite. Ils ne doivent pas avoir honte de fouiller dans les habits qu'ils portent, car c'est là que les malfaiteurs cachent des munitions ainsi que d'autres matériels militaires. Alors, ce que je viens de dire ici, ça pourrait nous laisser croire que le contrôle des papiers et des documents d'identification opèrent dans un contexte strictement guerrier. En gros, que le contrôle des papiers d'identification, c'est un simple outil dans le cadre de la guerre contre le FPR. Vous imaginez bien que cette lecture-là, elle est évidemment, pour le moins, un peu courte. Le 1er juin, plusieurs membres d'une barrière de Kigali sont interrogés pour un reportage sur Radio Rwanda. Certaines interventions dans ce reportage du 1er juin sur... On n'est pas sur la RTLM, on est sur Radio Rwanda, soulignent bien que les meurtres aux barrières, qui sont d'ailleurs assumés publiquement dans ce reportage, sont justifiés par des indices tout à fait ténus, qui pourraient tout aussi bien révéler des réfugiés Tutsis qui fuient les massacres que des soldats du FPR, entre guillemets, infiltrés. Je cite un des extraits de ce reportage, est interrogé un milicien du nom de Félicien Mouniezamou, dont le vocabulaire par ailleurs est imprégné de l'idéologie anti-Tutsi, je le cite. Nous avons posté les gens au barrage routier afin de procéder au contrôle. Nous laissions partir ceux qui avaient les pièces requises. Jusque-là, apparence de l'égalité. Enfin, je continue. Quant à ceux qui n'en avaient pas, nous faisions attention et nous nous assurions qu'ils les avaient réellement perdus. On a l'impression que tout est fait dans les règles pour ne pas cibler un simple civil, en gros. Je poursuis. Nous n'avons arrêté personne, à part 2 Inyenzi, qui n'avaient aucune pièce où figurait la mention Rwanda. Ils prétendaient qu'ils les avaient perdus,
mais la preuve qu'ils étaient des Inyenzi, et c'est la preuve précisément qui m'intéresse ici, c'est que chacun portait 4 pantalons, 3 chemises et un manteau, et il était clair que ça faisait longtemps qu'ils ne se lavaient pas. En gros, ce qui détermine qu'on est face à un soldat du FPR, c'est qu'il porte plusieurs couches de vêtements et qu'il ne semble pas laver. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que l'indice est extrêmement faible. Donc, confiance, là encore, dans la capacité de l'État à identifier les Tutsis. Et pourtant, la dialectique que j'évoquais tout à l'heure, entre d'un côté le rôle de l'État dans l'identification et de l'autre côté l'incertitude documentaire, cette dialectique, on la retrouve aussi pendant le génocide. Pendant le génocide, en effet, aux yeux des organisateurs du génocide lui-même, la carte d'identité ethnique est un outil fragile et qui dénote donc cette même incertitude documentaire. À partir du mois de mai, quand on relit les transcripts de Radio Rwanda et de la RTLM, les craintes d'une infiltration ennemie sont décuplées. Et c'est à ce moment-là que se multiplient les rumeurs sur les stratagèmes qui seraient mis en œuvre par les soldats du FPR et avec eux de tous les Tutsis. On rappelle à l'envi l'habileté des Inkotani et de leurs complices à ruser, à mentir, à se déguiser pour envahir et submerger le pays et le peuple nécessairement pensés comme Hutus. Le 16 mai, toujours sur Radio Rwanda, le journaliste Hyacinthe Bichamumpaka lit un communiqué du ministère de la Défense qui évoque, je le cite, « les stratagèmes de déguisement de l'ennemi pour vous prendre au dépourvu ». Alors il cite le port de tenue de miliciens Imneramwe, le port de tenue des militaires des forces armées rwandaises, le port de tenue de la Croix-Rouge également. Je vais essayer d'accélérer pour ne pas être trop long. Le mi-juin, le préfet de la ville de Kigali, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, Tarsis Renzao, fait état d'une autre rumeur selon laquelle les Inyenzi tenteraient, ceux qu'il appelle les Inyenzi, hein, je mets des guillemets, je devrais le préciser à chaque fois, pardonnez-moi, donc les, entre guillemets, Inyenzi, tenteraient d'infiltrer les lignes des forces gouvernementales et utiliseraient pour ce faire des cartes d'identité avec un signe distinctif qui leur permettrait de se reconnaître entre eux. Je le cite. « Je voudrais informer les membres de la population qu'il y a une nouvelle méthode dont les Inyenzi usent pour se camoufler. Ils envoient des espions dans les zones qu'ils ne contrôlent pas. Ils utilisent souvent des Hutus ou d'autres personnes munies de cartes d'identité portant la mention ethnique Hutu, car ils savent que des personnes étiquetées comme telles ne rencontrent pas de problèmes lors des contrôles. » Ce qui veut dire en sous-texte que ceux qui portent des cartes d'identité qui ne sont pas Hutus, Tutsis, rencontrent eux des problèmes. Je continue. Pour que ces espions ne rencontrent pas des difficultés à leur retour de mission, ils ont convenu d'un signe qui nous a été révélé par un de leurs espions que nous avons capturé. Il nous a indiqué qu'à l'aide de ciseaux, ils font une petite marque en forme de V sur les bords supérieurs et inférieurs de la carte d'identité. Pour éviter que la carte ne se déchire autour de la marque en forme de V, ils l'entourent d'un papier collant en plastique. Quand la personne atteint leur zone et qu'elle présente la carte portant ces deux marques en V, ils savent que cette personne est un des leurs, car c'est un signe convenu entre eux. Ils ont peut-être d'autres signes, mais en ce qui concerne les cartes d'identité, c'est celui-là que nous avons découvert. Donc la carte d'identité, qui au départ est conçue comme un outil garant de la sécurité, entre guillemets, de la préservation de la nation Hutu, pourrait se retourner contre les Hutus eux-mêmes. Autre accusation, relayée cette fois par Hassan Ngeze, rédacteur en chef de Kangura, le journal dont parlait Jean-Pierre Chrétien tout à l'heure. Le 12 juin, sur Radio Rwanda, il affirme que dans ces zones conquises, le FPR inscrirait la mention FPR sur le verso des photographies des cartes d'identité des habitants, leur faisant courir le risque, en cas de fuite, d'être pris pour des complices, entre guillemets, et ainsi d'être tués par ceux-là même qui lutteraient contre le Front patriotique rwandais. Mi-mai également, sur la RTLM, cette fois, on explique que dans les régions de l'Est qui sont désormais sous le contrôle du FPR, les, je recite, Inyenzi, sélectionneraient pour les exécuter non seulement les intellectuels et les membres des Imneramwe, mais également tout Hutu, en se basant pour ce faire sur les cartes d'identité. Cette accusation elle me paraît intéressante parce que depuis 1994, la rhétorique négationniste, elle s'appuie sur cette idée selon laquelle les massacres des Tutsis auraient été redoublés par des massacres tout aussi systématiques des Hutus par le FPR. Et ce discours, il est fondé sur
un principe d'inversion systématique. Et précisément, ce principe d'inversion systématique, il opère aussi dans ce domaine de la carte d'identité. Alors la carte d'identité, elle est insuffisante, c'est ce qu'on observe en lisant ces transcripts, elle est insuffisante, elle est incertaine, elle peut même devenir dangereuse. Et donc il faudrait la redoubler par d'autres outils de vérification. Le 16 mai 1994, par exemple, lors du conseil préfectoral de sécurité de Boutaré, le colonel Mouvouni, commandant de l'école des sous-officiers et chargé des opérations de sécurité dans la région, conseille, je le cite, « En plus de la carte d'identité, vous devez fouiller sérieusement, demander à l'intéressé d'où il vient, pour tester s'il connaît le Rwanda. » Dans son agenda encore, la ministre de la Famille et de la Promotion féminine, Pauline Nyiramasuko, note encore, dans ses notes du Conseil des ministres du 17 mai, lors du contrôle, vérifier la carte d'identité et chercher un signe de distinction éventuel du FPR. On entend également, fin juin, sur la RTLM, cette phrase d'Ananine Nkurunziza, je le cite, « Même à vue d'œil, vous reconnaîtrez généralement les Inyenzi parce qu'ils ont une apparence, un regard et une démarche qui leur sont particuliers. » En gros, il y a deux... J'accélère. Il y a deux éléments qui sont deux autres outils de vérification qui me paraissent intéressants. Là, je donne juste quelques pistes et il faudrait d'autres sources pour enrichir ce dernier élément de mon intervention. Il y a deux outils qui sont mobilisés pour pallier les insuffisances de la carte d'identité. C'est l'interconnaissance sociale et les prétendues caractéristiques physiques spécifiques des Tutsis. Je cite ici un autre journaliste de la RTLM le 4 juin. Il faut leur trouver ces 100 000 jeunes dans les plus brefs délais, là il parle de l'autodéfense civile, qui doivent se mobiliser en même temps pour exterminer tous les Inkotani, surtout que ce qui nous aidera à les exterminer est qu'ils sont d'une même race. L'on peut identifier alors quelqu'un par sa taille et son visage, il suffit simplement de regarder sur son nez et de le briser. Donc on retrouve cette même dialectique, ou rôle de la carte d'identité pendant le génocide, mais forme d'incertitude, et donc nécessité de redoubler cette utilisation des cartes d'identité par d'autres outils de vérification. Est-ce que ça signifie que l'État est considéré, et ce sera ma conclusion, comme défaillant pendant le génocide? En réalité, pas du tout. Lorsque les outils de l'État documentaire deviennent inopérants, c'est aussi à l'État que l'on fait encore appel pour pallier les défaillances. Et on demande notamment aux agents de l'État de participer à la reconnaissance sociale des individus. François Carrera, qui est sous-préfet de Kigali rural, explique par exemple qu'en cas de doute sur l'identité d'individus, il faut, je le cite, demander les noms de leur bourgmestre, de leurs conseillers, le nom de la localité où ils arrivent, ainsi que leur destination. Et donc, l'apparence de l'égalité et l'apparence le rôle de l'État est préservé tout au long du génocide. Donc ce développement sur les cartes d'identité, il me paraît être un moyen d'illustrer le rôle de l'État dans le génocide des Tutsis, un rôle central, puisque ce sont précisément les outils de l'État qui sont mis au service de l'extermination, mais ce rôle de l'État n'est pas strictement linéaire, mécaniste. Et donc, je m'arrêterai là-dessus. Le rôle de l'État n'est pas strictement linéaire et mécaniste. Je vous remercie. Merci beaucoup à Florent Piton pour cet exposé précis et d'un grand intérêt documentaire, qui permet effectivement de dépasser les généralités qui ne sont pas nécessairement fausses d'ailleurs sur les cartes d'identité, mais qui n'est pas suffisamment précise pour sans doute beaucoup d'entre nous ici, en tout cas pour moi en particulier. Et je cède maintenant la parole à Hélène Dumas, donc sur l'imaginaire, sur ces questions d'imaginaire et de pratique de la violence, et notamment sur les questions du voisinage. Merci Stéphane. Donc ça va peut-être être un relais de ce que vient de dire Florent, mais à une autre échelle. Ce que je vais tenter de vous présenter ici, c'est une bien modeste lecture anthropologique, d'histoire anthropologique du génocide des Tutsis,
à travers trois objets, les lieux de massacre, le corps, ce qui est fait au corps, et le corps est en soi une carte d'identité, hein, Florent vient de le mentionner, et la langue de l'extermination pour tenter de décrypter le sens de la violence qui s'est déployée pendant le génocide des Tutsis. Alors ce génocide, il a été, vous le savez, perpétré en moins de 3 mois, d'avril à juillet 1994, et il est donc marqué par une extrême fulgurance et une très grande efficacité. Et c'est aussi important donc de rappeler qu'au cœur de cette efficacité se trouve un État extrêmement solide pendant le génocide. Et qu'environ 1 million de personnes aient été assassinées en une séquence chronologique aussi brève nourrit sans doute encore un certain nombre de représentations d'une tuerie certes terrible et tragique, mais anomique, insensée, hein, et pour finir, si familière aux ténèbres africaines. Il y a eu aussi beaucoup d'explications en termes psychiatriques qui ont été avancées. Je pense ici à un des textes publiés par Jean d'Ormesson en juillet 1994, où il avançait que l'ensemble de la population rwandaise ferait bien d'aller consulter un psychiatre. Voilà comment il est résumé l'explication du génocide. Or, au printemps 1994, les discours de haine ont révélé toute leur puissance performative. Les mots sont devenus des actes et les imaginaires racistes se sont inscrits dans les corps des victimes, dans les corps des victimes appartenant au groupe voué à disparaître. Refuser de voir ce qui a été fait au corps et au lieu et à la langue, c'est-à-dire refuser de voir les pratiques de massacre et de cruauté, c'est s'interdire non seulement une compréhension véritable de l'événement, mais également de ses effets dans l'après-coup, et en particulier pour les survivants. Ces derniers, tout comme les disparus, ne furent pas les victimes d'une violence anomique, dépourvue de logique, dépourvue de sens. Et envisager les pratiques de mise à mort et les pratiques de cruauté comme un langage n'est pas une approche nouvelle en sciences sociales, propre à ceux qui tentent de comprendre l'histoire du génocide des Tutsis. Déjà, Denis Crouzet avait décrit les tueries et les mises en scène macabres réservées au corps des protestants comme la réalisation d'une parole dans le champ gestuel. Je le cite, « Les gestes de la violence sont une parole, un système cohérent de signes qui sont agencés de telle sorte qu'ils énoncent la vérité prophétique. » Et de même, traitant de la question de la cruauté, cette violence qui n'a d'autre fin qu'elle-même, l'anthropologue Véronique Naumgrapp insistait sur la nécessité de mettre au jour une grammaire des gestes cruels dont l'efficacité symbolique tenait à sa compréhension commune entre les tueurs et les victimes. Au Rwanda aussi, pendant les 3 mois du génocide, on a vu se déployer un spectre considérable de pratiques de violence, de pratiques violentes et cruelles, à partir desquelles peut se lire les logiques qui leur ont donné tout leur sens. Les tueurs n'ont pas accompli leurs actes, y compris ceux qui pourraient nous sembler dès l'extérieur les plus irrationnels, dans la fureur d'un accès de folie. Ils visaient l'efficacité réelle et symbolique du massacre. Et donc c'est à partir de ces pratiques, à partir de la matérialité de la mise en œuvre des tueries, des lieux, des corps et des mots, que je proposerai de décrire ici le racisme en actes. D'abord, les lieux. Proposer une géographie du massacre. Avec le génocide naît une géographie nouvelle. Pour les victimes, elle se traduit par la réversibilité meurtrière des lieux sacrés et des espaces du familier. Ces 2 lieux où la plus grande partie des Tutsis, la majorité des victimes, ont trouvé la mort. Pour les tueurs, cette géographie se parsème de lieux de tuerie, engendrant une toponymie spécifique au génocide. Je pense ici à tous les lieux qui ont été baptisés par les tueurs et parfois par les victimes également comme des Golgotha, là encore la référence au religieux est très importante, aux multiples CND. Le CND, c'était le parlement qui se trouvait à Kigali et où était cantonné un bataillon du FPR. Or, sur les collines, lorsque se trouvait une concentration un peu trop nombreuse de Tutsis aux yeux des tueurs, eh bien ces lieux étaient baptisés CND.
ou encore d'autres toponymes comme Iseta ou Ibagiro qui font cette fois référence à la boucherie, hein, puisque ces lieux renvoient aux abattoirs. Donc je vais dire un mot du religieux et sans empiéter sur le propos de Timothée tout à l'heure pour décrire quelques scènes. Alors il manque encore une anthropologie religieuse fine pour décrire le sens proprement religieux des massacres qui ont été perpétrés dans les églises. Il faut savoir que les églises sont le deuxième lieu de massacre le plus important après les collines et qu'on est au sein d'une population qui, en 1994, est à 90% chrétienne et à près de 70% catholique. Et ce sont donc des catholiques qui ont tué d'autres catholiques dans les lieux de culte et dans les régions où les protestants, je pense en particulier aux adventistes, étaient majoritaires. Là aussi, ce sont des pasteurs qui ont encouragé au massacre d'autres pasteurs tutsis dans des chapelles adventistes. Et là, je pense en particulier au cas de Mugonero, où le massacre a eu lieu le 16 avril 1994, le jour du sabbat pour les adventistes. Donc au cœur des tueries, évidemment, on retrouve la complicité et la participation active du clergé, comme nous le montrera tout à l'heure Timothée Brunet. Et si une violence donc aussi radicale s'est déployée au sein des lieux de culte, les objets du culte furent également la cible des tueurs qui ne pouvaient, en s'attaquant à cette statuaire, ignorer la dimension proprement iconoclaste de leurs gestes. Ainsi, les statues du Christ ou de la Vierge, dont la physionomie était censée attester leur filiation tutsi, puisque les représentations de la Vierge ou du Christ avaient le nez fin, les attaches fines, etc., qui renvoyaient aux stéréotypes somatiques des Tutsis. Donc ces statues subirent le même type d'atteinte que les victimes, donc le nez, le doigt, les têtes écrasées au gourdin. Elles aussi, donc ces statues, ces objets religieux appartenaient à un univers que les tueurs voulaient irrémédiablement anéanti. Et c'est bien de cette assimilation des figures sacrées au monde de l'ennemi dont on rend compte donc ce témoignage saisissant, donc rapporté par un homme hutu considéré comme un complice qui était membre de la communauté de l'Emmanuel, fondée au début des années 1990 par Cyprien Lugamba, un grand poète rwandais, et qui a été assassiné le 7 avril, le premier jour du génocide, avec sa femme et quelques-uns de ses enfants. Voilà, et ses 6 enfants. Merci, mon père. Donc, voilà le témoignage de cet homme qui était traqué comme pour sa proximité supposée avec les Tutsis, donc de sa propre communauté religieuse. Il écrit « Lorsqu'ils, les miliciens, donc, ont pénétré dans l'oratoire, le chef a regardé le grand crucifix. Comme s'il en avait peur, comme s'il avait des reproches à se faire devant Jésus qui le dérangeait, il a manqué de mots. Il est resté longtemps silencieux, puis il est sorti. Au moment de partir, il s'est tourné vers moi. Tu dis que tu n'es pas un complice alors que tu pries Jésus qui est Tutsi. » Voilà. Donc, il resterait évidemment encore à comprendre toute une série d'autres gestes comme l'éventration des tabernacles, l'incendie des ciboires et des calices, la souillure des linges d'autel ou la décapitation de statuettes de la crèche qui ont été observées dans beaucoup de lieux sacrés. Voilà, de tels actes, dont l'inventaire dressé ici est bien trop sommaire, sont indissociables d'un ensemble de discours exprimés dans la propagande extrémiste, on l'a vu, mais qu'il faudrait pouvoir répertorier dans d'autres lieux d'expression, comme les prêches, la rumeur ou les discussions de cabaret, et qui renvoient tous les Tutsis du côté de la bestialité diabolique. Je voudrais maintenant passer à un autre type de lieu, les lieux du familier, c'est-à-dire les collines, le lieu où les Tutsis ont trouvé la mort en masse. Peut-être une des singularités du génocide des Tutsis qu'il faut souligner ici, c'est qu'il a eu lieu dans un espace-temps très bref. Donc j'ai rappelé la chronologie tout à l'heure, mais le Rwanda est un très petit pays, 26 000 km²,
Et l'une des premières décisions qui a été prise, c'est évidemment de faire en sorte que la communauté internationale parte du Rwanda. Elle est partie. Qu'il y ait très peu d'observateurs extérieurs qui restent à l'intérieur du Rwanda, que le massacre se passe à huis clos dans les frontières fermées. Et la première obsession des bourgmestres, des conseillers de secteur, de toute l'administration locale, c'est que les gens ne bougent pas, qu'il n'y ait pas de grands mouvements de population, pariant précisément sur l'interconnaissance sociale. Il fallait que les Hutus de tel secteur s'occupent des Tutsis de tel secteur. Donc il n'y a pas eu de déportation lointaine. Voilà, c'est vraiment un massacre à huis clos, c'est très important. Et donc les Tutsis sont morts sur les lieux de leur vie d'avant, hein, chez eux, dans leurs collines. Donc parfois, je vous l'ai dit tout à l'heure, les maisons des Tutsis, surtout celles qui appartiennent à des familles qui jouissent d'une certaine notabilité, se transforment en autant de CND, donc autant de Conseil national du développement, qui est le Parlement. Voilà. Donc, le regroupement des Tutsis dans ces habitations pour tenter de s'y protéger est interprété par les tueurs comme une forme de complot, hein, qui assimile donc ces réunions de protection des familles comme un complot des complices du FPR visant à les exterminer. La guerre donc, et les imaginaires d'autodéfense et les imaginaires d'autodéfense qu'elle produit transforment l'espace du voisinage quotidien en un univers de menaces, parsemé de multiples foyers potentiels d'attaques, d'autant plus sournoises qu'elle gît dans le sein même de la familiarité des collines. Et les CND donc, deviennent aussi des lieux de tuerie, l'autodéfense justifiant alors les mises à mort dans ces maisons, dans les fosses septiques tout particulièrement. Et l'espace domestique se meut en un lieu de mort, et la pratique récurrente qui consiste à tuer puis à jeter les corps dans les latrines revêt une charge symbolique impossible à occulter, derrière le seul avantage, entre guillemets, pragmatique, hein, du fait de se débarrasser les corps. Il s'agit aussi de souiller ces corps, de souiller les victimes, de les ravaler au rang d'excréments. Les logiques d'autodéfense donc, sont perceptibles dans ces toponyomies guerrières, et elles sont une traduction tangible des imaginaires de menaces obsidionales qui sont distillées par les discours publics, les conversations de cabaret et la rumeur depuis le début de la guerre avec le FPR en octobre 1990. Ennemis irréductibles, les Tutsis sont aussi exclus de l'humanité par un processus d'animalisation dont vient témoigner cette fois la toponymie liée à la boucherie avec le terme Iseta ou Iwagiro. Donc ces deux termes renvoient donc à l'endroit où on abat le bétail. Et les Tutsis sont considérés comme du bétail et assassinés comme tels. Et je voudrais ici citer un peu longuement un extrait d'un témoignage d'un enfant survivant qui a écrit donc son témoignage. Et voilà comment il perçoit cette animalisation. Voilà ce que raconte ce jeune garçon. Alors, j'ai rencontré Cécile Ramoué qui conduisait cette femme. Donc, cette femme, c'est Vérène, qui est une de ses voisines, qui conduisait cette femme comme du bétail. Et celui que j'ai pu reconnaître, c'est un garçon qui s'appelait Murozi. Il était un mauvais méchant. Donc, c'est la traduction littérale de Umugome Mupi. Il faisait peur. Ils avaient coupé Vérène et la peau de son visage était arrachée et pendait. Ils l'avaient beaucoup et sévèrement coupée. Ils l'ont amenée à l'endroit où on grillait la viande, chez Pierre, à Gachoubi. Avant le génocide, on y grillait la viande de chèvre, mais pendant le génocide, on appelait cet endroit l'abattoir des Tutsis. À mon avis, je confirme que c'était vraiment l'abattoir des Tutsis. C'était là qu'ils se partageaient les vaches des Tutsis. Et ils grillaient des cœurs de Tutsis parce qu'ils disaient qu'ils trouvaient les cœurs des Tutsis délicieux. Moi, je me suis cachée. Ils sont passés et ils l'ont conduite, donc toujours cette femme. Cela m'a rendue très triste parce que je l'aimais. Donc, un deuxième témoignage d'enfant qui révèle la manière dont l'inscription des massacres dans la familiarité des liens sociaux et affectifs est dévoilée, cette fois, de manière plus saillante
encore, peut-être, lorsque sont évoqués les actes de sauvetage, on en a parlé ce matin, hein, c'est Hutus qui ont, par de petits gestes de secours ou bien des actes de sauvetage de plus grande envergure, ils sont venus, ont refusé hein, de se plier à la logique génocidaire. Et donc je voudrais vous citer ici, pour vous montrer aussi comment est évoquée cette réversibilité meurtrière des liens de voisinage. Un extrait évidemment d'une petite fille qui était âgée de 7 ans en 1994, donc toujours dans ces mêmes sources de cahiers d'enfants, et qui tente de survivre dans le charnier de l'église de Nyaruguyé, donc qui se situe au sud-est du pays, à la frontière avec la Tanzanie. Voilà ce qu'elle dit donc de cet homme qui leur a porté secours. Ce qui me chagrine beaucoup, c'est qu'il est venu et nous a dit que son nom est Rudahunga. Sa bonne action, alors qu'il ne nous connaissait pas, a touché mon cœur. Mais ceux qui nous connaissaient, avec lesquels nous voisinions, eux, ce sont eux qui ont tué nos familles, alors que nous n'avions aucun problème avec eux. Ce dont je me souviens, après le premier jour, quand ils sont venus tuer les gens à la paroisse de Nyaruguyé, le deuxième jour, l'Igitero, donc Igitero c'est le groupe de tueurs, ils sont arrivés et Gachumbitsi, qui était le bourgmestre de Rusumo, donc où se trouve la paroisse de Nyaruguyé, a dit « Jetez beaucoup de piment, faites-en de la farine et jetez-la sur ces Tutsinyensi. » Quand ils ont jeté cette farine de piment, ils ont entendu les gens tousser et les ont tués. Ça, c'était après le premier jour du massacre. Tuer les gens n'était pas un problème pour eux. Tuer les Tutsis, c'était comme tuer les petits serpents. Laissez-moi reprendre où je m'étais arrêtée. Cet homme, Rudahunga, nous a laissés là, après leur avoir apporté un peu de jus, et il est parti. Voilà. Donc, comment sont évoqués aussi, vous voyez, c'est celui qu'elle ne connaît pas qui porte secours, tandis que ceux avec lesquels elle a toujours vécu ont participé au massacre de sa famille. Voilà. Je voudrais maintenant évoquer la langue du génocide, la manière dont le génocide a marqué la langue. Donc, souvent, on présente comme exemple, pour illustrer l'animalisation des Tutsis, le terme Inyenzi, qui signifie littéralement cafard, mais qui renvoie de manière beaucoup plus marquée au contexte guerrier, puisque les Inyenzi, c'était aussi les soldats du FPR, donc ce terme est, on va dire, renvoie à deux imaginaires, l'imaginaire animalisant et aussi l'imaginaire guerrier, donc il faut essayer de le saisir dans son contexte. Dans la langue, ce qui apparaît de manière très évidente d'abord, c'est l'univers synégétique. Puisque les discours et les pratiques aussi sont ponctués de références à la chasse. Les victimes sont des animaux à chasser et les tueurs des chasseurs, et ils le sont véritablement, puisque dans beaucoup de témoignages de victimes, il est raconté qu'ils font usage de chiens de chasse pour aller les débusquer dans les brousses ou dans les champs de sorgho où ils ont trouvé un refuge précaire. Et les termes propres à la chasse, c'est-à-dire en particulier ceux qui désignent les armes, sont très souvent repris dans la description des massacres, que ce soit les arcs, les flèches, les gourdins. Imhiri, c'était des gourdins qui servaient à la chasse, ou les chiens hinozo, c'est des chiens avec des petits grelots, parce qu'il y a une tradition longue de chasse au Rwanda. Voilà. Et de la même manière, donc, il y a le champ sémantique de la chasse, le champ sémantique du bétail, puisque souvent le verbe gushorera est employé qui désigne en fait le fait de mener un troupeau quelque part, et gushorera est souvent employé lorsque les victimes sont déplacées d'un endroit à l'autre pour aller être assassinées.
Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la langue, mais j'ai vu que je n'avais pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de finir par la manière dont le racisme s'est inscrit également dans les corps des victimes, et comment la cruauté devient une manière de fabriquer de la différence là où il n'y en a pas. Puisque, on l'a dit, les Rwandais parlent la même langue, partagent le même système de croyances religieuses, etc. Donc il n'y a pas de différence objective pour reconnaître un Hutu d'un Tutsi. Donc les corps sont voilà, le proche devient ennemi, hein, donc ce proche, ce voisin avec lequel on a toujours vécu, devient ennemi par la manipulation que les tueurs font de son corps, par la souffrance qu'ils lui infligent. Le corps ennemi est presque fabriqué par la cruauté. Ainsi, lorsque j'ai travaillé à Shyorongi pour ma thèse, ai-je entendu le récit selon lequel les tueurs appelaient les enfants, Hutus, à venir regarder le cœur d'une Tutsi, celui d'une jeune femme qu'ils venaient d'assassiner, comme si ce cœur était différent. Et José Kagabo lui-même rapporte donc dans un article de 1995 un exemple identique de dévoilement de l'intérieur du corps pour exposer cette différence invisible. Cette fois, les tueurs exhibent le cerveau d'une jeune étudiante en médecine, exhortant les badauds à venir voir le cerveau d'une fille Tutsi. Les fantasmes raciaux sur la sexualité des victimes Tutsi encouragent le dévoilement de leur intimité aux yeux de tous. Ministres, bourgmestres, miliciens ou voisins, les cas abondent où les violeurs furent encouragés à goûter le sexe des femmes Tutsi. On pense par exemple ici au cas de Jean-Paul Akaïssou, hein, le premier condamné par le TPIR, qui était le bourgmestre de la commune de Taba et qui a exhorté les miliciens à violer les femmes de sa commune en leur disant « Ne me dites plus jamais quel goût a une femme Tutsi ». De telles pratiques de dévoilement d'un sexe imaginé sous le signe d'une défiance radicale se trouvent largement rapportées dans l'un des tout premiers rapports produits par l'Association des veuves du génocide, AVEGA, engagée dans le soutien donc, aux femmes qui avaient été violées pendant le génocide. Après avoir, donc c'était dans un rapport de 1999 où il était avancé que près de 60% des viols avaient été commis en public. Après avoir subi un viol, une victime raconte de quelle manière ses violeurs lui maintinrent les jambes écartées, en hélant les passants et les exhortant à venir et à voir à quoi ressemble l'intérieur d'une femme Tutsi. Comme si, encore une fois, cette différence, il fallait la montrer, et en la montrant, cela prouvait à soi-même et la prouvait aux autres. Et la question des violences sexuelles constitue sans doute l'un des marqueurs les plus forts de l'inscription des imaginaires racistes dans les corps, et ici dans les corps des femmes. Et c'est d'ailleurs à ce titre, je l'ai dit tout à l'heure, que cette pratique du viol systématique a été reconnue comme un instrument du génocide lui-même, donc lors du jugement d'Akaïssou. Et les descriptions qui sont rapportées par les victimes rendent compte de cette volonté d'exhiber les spécificités somatiques supposées des femmes Tutsi. Les juges ont porté une attention aiguë à ces manipulations de la nudité des femmes, comme l'illustre donc l'extrait de ce jugement, du jugement de Jean-Paul Akaïssou du 2 septembre 1998, le premier jugement du tribunal pénal international pour le Rwanda et le premier jugement rendu pour génocide par une cour pénale internationale. Je cite. Dans le cadre de la propagande lancée pour mobiliser les Hutus contre les Tutsis, les femmes Tutsis ont fait l'objet d'une utilisation sexuelle. En effet, il a par exemple été rapporté à la Chambre que, avant d'être violée et tuée, Alexia, qui était l'épouse du professeur Nereye, et ses deux nièces ont été forcées par les Interahamwe à se déshabiller et ont reçu l'ordre de courir et de faire des exercices afin d'exhiber des cuisses de femmes Tutsis. L'Interahamwe qui a violé Alexia a dit en la jetant par terre et en montant sur elle « Voyons quel effet le vagin d'une femme Tutsi fait ».
Comme indiqué ci-dessus, l'accusé lui-même, s'adressant à des Interahamwe qui commettaient les viols, leur a dit « Ne me demandez plus jamais quel est le goût d'une femme Tutsi ». Donc le viol n'est ni une manifestation d'un débordement sexuel, ni la traduction inexorable d'un contexte d'anomie et d'opportunisme sexuel produit par la guerre. Ici, dans ce contexte, le viol constitue bien une performance de la propagande, pour reprendre les mots de Véronique Naumgrap. Dans et par le corps des femmes s'inscrit l'intention exterminatrice, nourrie elle-même par des imaginaires raciaux. Et quand la différence n'est pas recherchée à l'intérieur du corps, ce sont les particularités somatiques fantasmées du corps Tutsi qui sont l'objet de l'attention cruelle des tueurs. Nez, côte, vergeture, taille et forme du crâne, dentition, forment autant de signes corporels manifestant l'étrangeté de l'autre à abattre. Et les vérifications aux barrières s'opèrent non seulement sur le fondement des cartes d'identité, mais souvent les gens n'ont pas de carte d'identité, et c'est le corps qui devient une carte d'identité. Dans plusieurs témoignages dans lesquels je travaille, les enfants racontent qu'on leur compte le nombre de côtes. Voilà, que leur physionomie est scrutée par les tueurs. Voilà, donc je vais essayer je vais conclure. Je voudrais conclure en rappelant les traits frappants issus d'un article de la propagande raciste véhiculé par le journal Kangura. C'est dans un article qui est paru en janvier 1991 et qui est intitulé « Où la langue des seigneurs s'est-elle égarée ?» dans le numéro 9 de Kangura. Donc, dans cet article, les journalistes appellent les Hutus à retrouver leur langue originelle, le Gihutu, qui n'a jamais existé, et cette langue originelle, qui leur aurait été propre, et leur aurait été volée par les Tutsis. Donc les Tutsis auraient volé la langue des Hutus, donc cette unité linguistique est contestée. Il les exhorte également à se méfier des croyances maléfiques des Tutsis. Et enfin, toujours dans cet article, il s'acharne à récuser l'ancienneté du partage du territoire entre Hutus et Tutsis, puisque les Tutsis sont présentés comme des envahisseurs, selon l'hypothèse amitique qu'a rappelé Jean-Pierre Chrétien ce matin. Et c'est en somme tous les éléments qui constituent le ferment de l'unité nationale rwandaise qui sont tour à tour récusés. La langue, la religion et le partage de l'espace. Les Tutsis sont exclus de ces trois facteurs d'unité nationale et voilà de quelle manière, en fait, par la propagande et par les pratiques, la propagande permet aussi de comprendre les pratiques génocides telles qu'elles ont été perpétrées en 1994. Évidemment, c'est très difficile de se confronter à la cruauté qui a été déployée pendant le génocide des Tutsis. Néanmoins, elle est un élément central du génocide et il faut y prêter attention pour ne pas renvoyer cet événement du côté de la psychiatrie collective ou de la barbarie prétendument innée des Africains. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci Hélène pour cet exposé. Donc, chacun a bien compris qu'il était d'une dureté frontale, mais pour rappeler ce mot de pays qui a été cité hier, il faut parfois voir ce que l'on voit. Et comme le temps évidemment passe vite, j'aurais bien des commentaires à faire, des questions, etc. aux deux intervenants, mais je vais me retenir de les poser, de poser ces questions, de faire ces commentaires. Et je cède tout de suite la parole donc à la salle. Donc, qui souhaite poser une question? Annette, madame. On va faire un round de questions pour ramasser un peu, pour ramasser le plus possible de questions d'un temps très bref. Merci beaucoup pour deux exposés absolument passionnants et horribles. Et justement, je voudrais venir
pour faire suite à ce que a dit Jean-Pierre Chrétien ce matin, venir à la comparaison avec d'autres génocides. Ce que vous avez raconté sur le marquage administratif et sur les cruautés diverses et variées ressemble à beaucoup de marquages et à beaucoup de cruautés ayant eu lieu contre les Arméniens, contre les Juifs, par exemple. Et ma question est celle-là. Comment, alors que la recherche sur les Arméniens, sur les Juifs, a tant d'avance, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, à mon avis, à arriver aux conclusions qui sont les vôtres tous les deux maintenant? Et pourquoi est-ce que on continue à dire qu'il s'agit de massacres interethniques, pour reprendre la vulgarité des négateurs du génocide. Merci Annette, grande question. Madame, qui ici, voilà. Voilà, il y avait une question ici. Oui, d'un côté, je suis entièrement d'accord avec toi, et de l'autre côté, je vois un très très grand problème de manque de prise en compte de certaines sources. J'ai beaucoup travaillé sur certains auteurs, pas sur tous, mais certains auteurs qui ont travaillé avec Alfred Rosenberg. Et ce que vous décrivez, c'est exactement ce qu'eux, ils voulaient faire. Et c'est une autre manière de colonisation qu'eux, ils ont décrit encore comme quelque chose de plus difficile que la colonisation simple des Anglais qui viennent seulement pour dominer, parce que ce qu'eux, ils doivent faire, ils doivent vraiment nettoyer le territoire d'une population inadéquate. Donc c'est moi qui résume. Et j'ai commencé à faire une recherche sur les recherches nazies sur la colonisation dans la Grèce antique. Et c'est tellement énorme que j'ai abandonné parce qu'il y a vraiment un philologue qui doit s'y mettre là-dessus. Mais on peut télécharger toutes les revues philologiques nazies si on va à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris, par exemple. Donc tout est en France. Il faut connaître la langue allemande, il faut connaître la langue grecque. Mais on a des dizaines de revues, on a des milliers de pages, justement pour trouver la bonne méthode de colonisation. Et le deuxième point, je suis aussi d'accord que ce n'est pas un phénomène pathologique, mais ce n'est pas un phénomène très normal non plus. On a une analyse très subtile d'Adorno et de Horkheimer de la mimésis. Et là, ça colle exactement sur ce que vous avez dit, parce que si la mimésis s'applique à l'ennemi, plus l'autre m'est proche, plus il est haineux. Par contre, c'est un fragment, et il faut maintenant prendre ce fragment, c'est dans la dialectique des Lumières, le chapitre sur l'animal et l'homme. Déjà, il faut bien l'étudier, et la traduction française est malheureusement pas très réussie. Et ensuite, il faut voir comment ils font leur argumentation, parce que ce n'est pas une maladie, et ce n'est pas non plus la normalité humaine. Donc il y a quelque chose qui se passe, qui dépasse l'homme, mais il n'y a pas quelque chose qui le verse dans une maladie, c'est vraiment un crime. Et moi, j'étais vraiment très contente de tout ce qu'on a entendu ce matin sur la notion de justice. Je pense que c'est là où il faut commencer à regarder. Et ensuite... Est-ce que vous avez une question, madame? On ne peut pas malheureusement développer trop. Oui, c'est justement ces trous de recherche. Je crains un peu, il faut compléter. C'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, ici, derrière vous. Merci, Hélène. Je voulais demander si c'était possible de prolonger la réflexion qui est très intéressante sur la violence sur les femmes, et surtout cette fois-ci sur à Nyamata, surtout à l'église de Nyamata. Pour moi, ça m'avait beaucoup frappé lorsque j'avais visité le site, et ce que vous savez quelque part, quoi, j'aimerais vous entendre là-dessus par rapport à l'histoire de Nyamata au niveau de l'église. Merci. On va peut-être les réponses.
Okay. Bon, je vais peut-être vous répondre, monsieur. Je pense que oui, vous faites référence à cette femme qui avait été laissée empaler à l'église de Nyamata, qui est maintenant enterrée seule dans la crypte creusée par les rescapés eux-mêmes dans l'église mémoriale de Nyamata. Je crois que la volonté qui préside au fait qu'elle soit seule et identifiable dans ce cercueil, c'est qu'elle était comme une victime symbole, enfin c'est un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais du viol et de la barbarie, des tortures sexuelles qu'avaient subi les femmes. Et c'est pour ça qu'elle est, je pense, un peu à part, cette femme. Alors peut-être qu'aujourd'hui, quand on visite Nyamata, je ne sais pas si les précisions sont apportées sur ce cercueil que l'on voit seul au milieu des ossements qui ne se trouvent pas dans les autres fosses communes. Et comme le site est en réaménagement, je ne sais pas si elle va rester là, mais en tout cas, c'était devenu vraiment voilà, le symbole du sort terrible qui avait été réservé aux femmes Tutsis pendant le génocide. Alors, pour répondre à la question d'Annette, je ne sais pas si c'est possible. En fait, c'est impossible de répondre à cette question, hélas. Il faudrait qu'on soit plus nombreux, qu'on publie plus de livres, qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent à la question, qu'il y ait une masse critique de chercheurs ou de personnes qui s'intéressent au génocide des Tutsis en allant au Rwanda, en y résidant longtemps, pour que la recherche se nourrisse d'autres questionnements et qu'on gagne enfin la bataille culturelle qui fasse qu'on n'entende plus jamais parler de génocide rwandais, mais de génocide des Tutsis du Rwanda. Voilà, c'est vraiment une question très bonne d'ailleurs que tu poses, à quel point le transfert culturel d'un savoir d'un génocide vers d'autres ne se fait pas. Pourquoi cette étanchéité est si épaisse à franchir? C'est une question, je pense, évidemment capitale. Elle concerne non seulement les opinions publiques, les gens informés, mais aussi les chercheurs, mais aussi, peut-être surtout les chercheurs. D'accord, on est d'accord. Merci. On sait très bien que dans le génocide des Arméniens, le viol a été une arme massive, comme dans le génocide des Tutsis. Or, les spécialistes du génocide des Arméniens n'y connaissent rien. On dit il y a eu viol, point, c'est fini, fermé, la parenthèse. Donc tu veux dire comment un savoir... Le savoir sur le Rwanda est extrêmement en avance, au contraire. Et le transfert ne se fait pas dans les deux sens. C'était ça que je voulais dire. Et je pense qu'il faut que nous, qui travaillons sur plusieurs génocides, il faut que nous arrivions justement à capitaliser sur votre avance, sur des tas de choses, parce que c'est le dernier génocide du XXe siècle, parce qu'on ne travaille plus maintenant de la même façon, pour faire avancer les choses pour les autres génocides d'avant, et pour les faire avancer d'un point de vue, je dirais, alors là, intellectuel et politique, sur celui du génocide des Tutsis. En fait, c'est la notion de transfert cognitif qu'il faut... Voilà, transfert cognitif dans les deux sens. On est d'accord. Dans les deux sens. Alors, il y avait encore la question de Madame, et Florent, tu voulais aussi peut-être répondre à certains aspects. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais sur ce que j'avais noté. Pourquoi on continue à dire que ce sont des massacres interethniques, mais c'est aussi ce que disait Jean-Pierre Chrétien tout à l'heure. Dès lors que l'on parle de l'Afrique, il est possible d'avoir toute une série de discours que l'on n'aurait pas dans d'autres contextes. Et je prends juste un exemple très récent. Dans le journal Le Monde, où il y a eu cette caricature, j'ai oublié, je crois que c'était le 11 ou le 12 avril, pardonnez-moi si c'est peut-être pas la bonne date, avec ces deux personnages tête tranchée qui étaient en train de se battre, et la légende portait sur, en gros, la réconciliation. Et si on se réconciliait, voilà. Et qui est une caricature, un dessin qui rentre tout à fait dans cette logique de au Rwanda, ce qui s'est passé, c'est des massacres interethniques, dans un journal qui, par ailleurs, a une couverture médiatique de la commémoration extrêmement bonne. Et ça nous montre que, y compris dans un journal qui a une bonne couverture médiatique de la commémoration, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus, certaines formes de pesanteur, dès lors que l'on parle de l'Afrique,
reste possible. Et cette ambiguïté du journal Le Monde, elle illustre peut-être ça. C'est une réponse un peu passe-partout que je fais, mais... Pardon, j'avais fini. C'est très clair. C'est pas une question, c'est une précision. D'accord. Le Père Laurent, vous souhaitez poser une question? Oui, c'est pas une question, c'est seulement pour ceux qui veulent pousser les recherches sur la violence au niveau du viol des femmes. Chez moi, c'est étonnant que le fameux bourgmestre que j'ai mentionné ce matin, Gatete, Jean-Baptiste, qui est parmi les grands génocidaires du pays, et lui, à ce niveau, il avait mis un groupe de femmes tueuses, donc des femmes qui aidaient, les inhérents des miliciens, hommes et garçons, il a mis inhéramente, donc les femmes, un autre groupe de femmes qui allaient chercher d'autres femmes. Alors j'ai trouvé qu'il pointait du doigt des jeunes filles belles à violer. Oui, cette question de la complicité de femmes dans le viol des femmes est effectivement fait partie de cet apax que représente le génocide rwandais. À la fois, on est bien d'accord pour dire que toute une série de pratiques se sont produites auparavant et ailleurs, et en même temps, il y a une configuration très particulière, à mon avis, en termes de radicalité, et qui pose évidemment aux sciences sociales un défi très spécifique. Il y avait monsieur là-bas, en haut, voilà, monsieur là-bas. Allez, voilà, peut-être la dernière question, parce que là, le temps, malheureusement, nous est compté. Bonjour, merci. Je m'interrogeais par rapport à vos recherches, notamment M. Audouin-Rousseau, sur la Première Guerre mondiale et la question non pas seulement de la propagande, mais aussi de la pression du groupe sur les individus qui pourraient être moins incités à entrer dans l'action. Et quand on parlait des groupes qui partaient pour participer au génocide, et que vous l'évoquiez très justement ce matin, tous les Hutus n'ont pas forcément participé. Et je me demande si justement dans ces groupes, on ne pourrait pas s'interroger un petit peu sur la pression de certains sur les autres pour inciter tout le monde à contribuer, pour inciter tout le monde à tuer, et les conséquences éventuelles sur certains qui n'ont peut-être pas participé. Je pourrais tous répondre, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement... C'est pas forcément seulement à moi que ça s'adresse. Pour un historien de la Première Guerre mondiale, effectivement, et des questions d'atrocité, il sait évidemment que le groupe est une puissance, que le groupe n'est pas beaucoup plus qu'un agrégat d'individus, et deuxièmement, que dans un groupe de tueurs, ou dans un groupe de violeurs, il y a toujours un ou plusieurs individus qui cristallisent la violence du groupe, qui l'expriment et qui l'entraînent. Le groupe n'est pas neutre, il a sa dynamique propre, me semble-t-il. De ce point de vue, et ce qu'on peut observer, me semble-t-il, au Rwanda va, me semble-t-il, tout à fait dans ce sens, d'une hiérarchie en termes de créativité meurtrière dans le groupe. Je ne sais pas si c'est l'avis de Florent et d'Hélène. Il faut que vous concluiez. Allez-y, répondez, et on y va. Oui, sur cette question de la pression, alors... que ce soit un facteur qu'on ne puisse pas écarter a priori, c'est évident, mais je pense à un auteur qui pose plein d'autres questions par ailleurs, donc, mais ce n'est pas l'objet, mais je crois que c'est Omar Magdoum dans un de ses articles qui montrait qui a fait des enquêtes statistiques. Alors on peut s'interroger sur les enquêtes strictement statistiques, c'est pas ma question, mais il pose la question à une série des personnes qui l'enquêtent, de savoir ce que l'on risquait si l'on ne participait pas au génocide. Et la réponse, finalement, consiste à dire qu'on ne risquait pas grand-chose. Ceux qui risquaient quelque chose, c'est ceux qui participaient activement à la protection des Tutsis, mais c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc que la pression existe, oui, mais c'est pas voilà, il faut nuancer le rôle de cette pression. Et puis il faut la définir, cette pression. Elle s'exerce dans quel terme, avec quel moi, ce qui me frappe beaucoup, en tout cas en travaillant à l'échelle micro, c'est l'autonomie meurtrière de ces groupes. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que certains sont des paysans que c'est des imbéciles et qu'il faut leur donner un ordre pour qu'ils y répondent de manière mécanique. Il y a des paysans qui étaient convaincus qu'il fallait mener la guerre totale contre les Tutsis sur leur colline. Et le statut, ce que je veux dire, c'est que le statut socio-économique n'a pas forcément à voir
avec la place qu'un certain nombre de personnes ont pu prendre au sein des Eviteros, des groupes de tueurs et de l'organisation du génocide, même si à chaque fois, en tout cas sur la région sur laquelle je travaille, et là encore il y a des différences régionales, mais dans l'Est par exemple, dans l'ancienne province de Kibungo, il y avait beaucoup de miliciens Imbonerakure, dans la plupart des communes, des bourgmestres, comme Jean-Baptiste Gatete, qui était à Byumba, mais bon, c'était une commune limitrophe, qui étaient convaincus par l'idéologie extrémiste. Donc quand il y a une coalescence comme ça des miliciens, des autorités locales, civiles et militaires, et voilà, une population qui aussi est prête à répondre à ces ordres, bah, le génocide, il s'est fait en 10 jours. Voilà. Merci encore à Florent Piton et Hélène Dumas. Et nous nous retrouvons dans un quart d'heure, 16h15, pour la dernière session de ce colloque. Merci.